Ça fait 12 ans que je suis membre de DAFO en France. J'ai tout suivi, tout lu, épluché toutes les preuves, les rapports. Et une chose qui me frappe toujours, c'est le silence qu'il y a dans nos médias et dans tous les gouvernements du monde entier. Ça fait 20 ans que les pratiquants de Falun Gong sont tués pour leurs organes et on entend très peu parler de ça. Actuellement, on entend parler plus des Ouïghours que les pratiquants de Falun Gong. Maître Matas, un avocat international, avait dit juste l'année dernière que si le monde avait réussi à arrêter les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, ce ne se serait pas passé pour les développer sur les Ouïghours. Et là, c'est une leçon importante, que moins on agit, plus on reste silencieux, plus le régime communiste prend ses aises et continue à bafouer nos valeurs, nos lois. Effectivement, ce sujet est un sujet difficile à aborder et qui m'a mobilisée à un moment où, au tout début de cette législature, puisque j'ai été élue en juin 2017, je ne connaissais pas particulièrement le Falun Gong et c'est à l'occasion d'une rencontre à l'Assemblée nationale avec Monsieur Mazuir et Yann Pouliken, qui étaient eux-mêmes membres de l'association Falun Gong, que je me suis effectivement penchée sur cette discipline. J'ai appris qu'il s'agissait donc de cette discipline de méditation pacifiste et qu'il y avait un grand nombre, puisqu'on évoque plus de 70 millions de pratiquants en Chine. Et j'ai bien évidemment également pris conscience de cette persécution dont étaient victimes ces hommes et ces femmes pratiquant le Falun Gong, mais pas que, puisque vous l'avez évoqué, également les Ouïghours, les Tibétains, les chrétiens sont concernés. Et lorsque nous évoquons que cette persécution prend la forme de prélèvements forcés d'organes, eh bien évidemment en tant que parlementaire, cela doit nous faire réagir. En tout cas, ça a été mon cas. Ce crime, nous le savons, il est maintenant reconnu à la fois par les autorités américaines et européennes. J'ai dénoncé bien évidemment le fait que la France n'avait pas signé cette convention du Conseil de l'Europe, alors que 21 États l'ont signée et 17 l'ont ratifiée. Beaucoup disaient à l'Assemblée, ce n'est pas notre sujet, nous devons fermer les yeux par rapport à cela. Je considère que ce n'est pas le cas. Même si tout cela se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, eh bien, nous devons le dénoncer. Nous devons nous sentir concernés par tout ce qui fait, un sujet qui fait en fait partie de l'humanité et qui nous concerne tous. Je crois que notre rôle, c'est de le dénoncer et de sensibiliser le plus largement possible la population pour lutter contre ce trafic d'organes sans consentement. Et la participation de tous est extrêmement précieuse par rapport à cela. Cette projection est intervenue en amont de la révision des lois de bioéthique. Donc le moment était parfaitement opportun pour venir sur ce sujet des dons d'organes et des trafics d'organes. Et dans le cadre de cette révision des lois de bioéthique, j'ai préparé 7 amendements. Et j'ai été très frustrée, puisqu'au moment de les présenter en commission des affaires sociales, je n'ai pas eu droit à la parole. Lorsque ces amendements sont revenus dans l'hémicycle, eh bien, je me suis fait entendre dire que ce n'était pas le sujet, que cette problématique des dons d'organes, voire trafic d'organes, voire compréhension de ce qui se passait, relevait typiquement du domaine de la justice et de la police, mais en aucun cas de la bioéthique. Ce que j'ai trouvé tout à fait inadapté, dans la mesure où nous le savons, les précédentes lois de bioéthique de 2004 et de 2011 ont modifié des dispositions du Code de la santé publique, mais aussi du Code pénal relatif au trafic d'organes.
Et d'ailleurs, dans le cadre de cette révision de la bioéthique, nous avons auditionné les 3 ministres concernés, qui étaient le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et le ministre de la Recherche. Et je crois que cette dimension de trafic d'organes et de don d'organes relève parfaitement de la loi de bioéthique. Nous sommes bien dans le respect de la dignité humaine, nous sommes bien dans la lutte contre la marchandisation du corps humain, et je l'ai répété à de nombreuses reprises. Je souhaitais que nous puissions tout de même évoquer ces sujets, et j'ai transformé ces différents amendements en propositions de loi que j'ai déposées juste avant le début de la pandémie. Donc, je vais essayer d'intégrer dans le cadre d'une niche parlementaire, très certainement dans les mois qui viennent, parce que, bien évidemment, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, elles ne seront certainement pas votées par le gouvernement, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir un débat au sein des 577 députés, et ça permet de sensibiliser l'opinion publique qui, elle, écoute également très souvent la chaîne parlementaire et les retransmissions qui sont faites de façon hebdomadaire. Vous le disiez, et c'est aussi le sujet de cette table ronde, ce manque de transparence, tant pour les trafics d'organes que pour cette pandémie que nous vivons actuellement, est tout à fait préjudiciable. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, nous n'avons pas connaissance encore du premier cas survenu en Chine, ni de la personne concernée, ni du moment. Or, ce sont des éléments extrêmement importants. Donc, je crois que nous devons absolument lutter et faire en sorte que un maximum de transparence puisse enfin se dégager. Ce qui n'est pas simple, parce qu'on le voit bien, les barrières sont extrêmement nombreuses, et un certain nombre de mes collègues députés ont renoncé à s'avancer sur un sujet qui paraît aujourd'hui un sujet encore très hasardeux. Voilà, mais enfin, je suis ravie qu'aujourd'hui nous puissions l'évoquer de façon très libre, et d'entendre les uns et les autres me conforte quant à l'engagement qui est le mien de poursuivre dans cette voie la défense contre les organes prélevés de façon non éthique. Je vous remercie. Et la répression religieuse qui est la pire qui ait existé depuis la révolution culturelle sous Xi Jinping est continuée dans ce jour de pandémie, et a même profité du fait que l'attention globale était sur la pandémie et moins sur la répression des droits humains en Chine. Donc il y a eu des vagues d'arrestations qui ont frappé notamment des membres d'un nouveau mouvement religieux, l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui est le mouvement chrétien le plus persécuté en Chine, mais aussi des prêtres catholiques dissidents qui n'acceptent pas l'accord entre le Vatican et la Chine. Il y en a plusieurs à ce moment, mais aussi des membres d'églises domestiques chrétiennes, évidemment de pratiquants du Falun Gong, ça ne s'est jamais arrêté, mais également de gens qui tout simplement veulent garder l'autonomie de temples bouddhistes et taoïstes et ne pas adhérer aux organisations officielles. Sans parler évidemment de la persécution des Ouïghours et d'autres minorités musulmanes au Xinjiang qui, elle aussi, n'a jamais cessé. Donc, d'un côté, on l'a déjà dit, on profite de l'attention qui est toute concentrée sur la pandémie pour mettre en prison des activistes de la démocratie à Hong Kong. Donc il est clair que le silence des autorités françaises, le silence historique depuis que le général de Gaulle a reconnu la Chine, le silence de nature géopolitique, puisque pendant un moment donné, le monde occidental a pensé, en jouant sur le schisme entre l'URSS et la Chine, que finalement on allait affaiblir l'URSS et ramener la Chine vers nous, quitte à ce qu'elle devienne un pays démocratique. Force est de constater que ce n'est pas ce qui s'est produit. Et la Chine est aujourd'hui et toujours un régime communiste, et il serait très difficile au secrétaire général du Parti communiste chinois, si on lui posait la question, mais alors vous êtes un régime communiste et vous ne voulez plus renverser le capitalisme, alors
que reste-t-il de communiste dans votre doctrine? Je crois que ça serait assez compliqué pour lui d'expliquer que non, l'objectif n'est plus de renverser le capitalisme, l'objectif est de devenir un pays comme les autres, bien positionné au sein de l'Organisation mondiale du commerce, pour peu qu'elle existe encore, et prétendant être la première économie du monde. Je crois que là, poussé dans l'angle, dans le coin du ring, on verrait bien les limites de l'idéologie du Parti communiste chinois, ses contradictions, sa manière de se présenter comme le défenseur du libre-échange, comme l'a fait Xi Jinping lors d'une dernière rencontre à Davos, en critiquant la politique de Donald Trump, alors qu'en fait, nous avons devant nous un pays qui nous pose une question majeure, c'est que va-t-il se passer à l'avenir? C'est-à-dire en quoi la Chine peut-elle nous garantir qu'elle ne sera pas de nouveau à l'origine d'une pandémie aussi grave que celle que nous vivons en ce moment, ou comme celle qui avait failli se produire déjà à d'autres époques. Et c'est la question clé. Pourquoi? Parce qu'on constate une chose qui, moi, me choque particulièrement, c'est que la Chine, au-delà de ses mensonges, de ses éléments de désinformation ou de dissimulation, n'accepte toujours pas une aide internationale élémentaire pour faire un état des lieux précis afin qu'une telle pandémie ne se renouvelle pas. Une question se pose aujourd'hui. Faut-il continuer à appliquer la loi du silence sous prétexte de faire des affaires à court terme et de décrocher des grands contrats? Je pense que la réponse est très importante puisqu'elle interpelle les populations de chaque pays qui sont touchées dans leur chair et dans leur sang par cette pandémie. Elle met les classes politiques, les milieux d'affaires, les milieux financiers devant la situation suivante. Faut-il, pour réaliser des profits à court terme en faisant du commerce avec la Chine, fermer les yeux sur le fait que ce pays est un pays différent des autres, car il a comme objectif stratégique, je le répète, la transformation du monde à son image. Et la transformation du monde à son image, je ne suis pas certain que les peuples, que ce soit en France ou ailleurs, y compris en Italie, aient envie de vivre comme le font aujourd'hui les Chinois, sous un système de dictature particulièrement grave et sans aucune possibilité d'expression telle qu'on constate. Je note, enfin pour terminer, que c'est pas tout à fait un hasard si les autorités de Pékin avaient bien du mal à gérer la crise qui a éclaté à Hong Kong il y a quelques mois et qu'ils ont profité de la crise de la pandémie et donc de tout ce qui en a découlé pour faire arrêter presque en catimini les 14 des dirigeants du mouvement à Hong Kong. Pour moi, c'est un élément de plus qui prouve qu'il y a un énorme problème posé par la Chine aujourd'hui, qu'il ne peut pas être gommé par la main tendue avec des masques qu'on nous vend alors que nous en avons donné à la Chine, qu'il ne peut pas être gommé par les futures routes de la soie qui fonctionnent souvent de manière à sens unique et sans qu'il y ait de réciprocité réelle en matière d'échange. C'est pas, comme le disent les anglo-saxons, un rapport win-win, les routes de la soie. C'est plutôt une logique de conquête économique qu'il faut bien regarder très lucidement. Et enfin, et c'est bien là le problème, comment admettre d'un pays aujourd'hui en 2020 qu'il ne puisse pas reconnaître la moindre erreur dans ce qui s'est passé depuis décembre dernier à travers la pandémie. Ce que nous voyons dans l'affaire Covid-19, ce n'est qu'une partie d'une grande stratégie décidée par Xi Jinping dès son arrivée au pouvoir, que c'est mettre la Chine dans une position d'autorité et de contrôle dans les organismes des Nations Unies et notamment les organismes qui pourraient gêner la propagande chinoise en matière de santé et de droits humains. Donc voilà, je rappelle quels sont ce point. Premièrement, la Chine, avec une technique d'amalgame, cherche à éliminer toute critique sur Covid-19. Deuxièmement, la Chine peut faire ça car il a un énorme outil de propagande qui a d'un côté la corruption d'un certain nombre de journalistes, hommes politiques et universitaires, et de l'autre côté 10 millions de trolls
qui travaillent tous les jours sur Internet, sur les réseaux sociaux. Troisièmement, la Chine continue la persécution religieuse alors que le monde regarde de l'autre côté et ne se concentre que sur la pandémie. Et en quatrième lieu, la Chine, je pense que c'est un côté positif que le monde s'est rendu compte de l'entreprise de la Chine sur l'Organisation mondiale de la santé, mais ça va beaucoup plus loin et il y a un contrôle global chinois qui s'accroît chaque jour sur les organisations des Nations Unies et notamment les organisations qui s'occupent des droits humains. Donc il est grand temps que des pays démocratiques comme la France, qui sont justement un exemple pour leurs activités en matière de droits humains, mais qui demandent compte à la Chine, et demandent compte à la Chine sans se plier au chantage commercial. Donc la Chine, depuis le début, mène une stratégie qui profite de la mondialisation, mais qui finalement vise à aller à l'encontre de cette mondialisation, en tout cas sur le mode occidental, parce qu'effectivement, c'est un pays qui veut développer une stratégie nationale et une stratégie de puissance. En beaucoup de pays, se sont plus ou moins délestés de certains attributs de leur puissance. Alors, il est quand même étonnant de voir depuis une vingtaine d'années la faiblesse, la pusillanimité et la naïveté des Occidentaux vis-à-vis de ce pays. La Chine est entrée dans le cadre de l'OMC depuis 2001. Il faut savoir que quand on est membre de l'OMC, on a des obligations. On a des obligations en termes de transparence. On a des obligations en termes d'un mieux-disant pour les droits de l'homme, pour la démocratie, des normes sociales, des normes environnementales, des normes sanitaires. Bon, on voit que la Chine ne respecte rien depuis des années, tout le monde le sait, mais personne n'est capable de lui imposer quoi que ce soit. Nous n'avons jamais eu aucune réaction d'aucune part. Si vous observez le Dalai Lama depuis un certain nombre d'années est une personne que nos chefs d'État ne reçoivent pas, ou en tout cas prennent de grandes précautions avant même d'en parler ou d'évoquer une rencontre. La dernière rencontre qu'il y a eu, je crois, par le président français et le Dalai Lama, c'était Nicolas Sarkozy en 2008. Ça a valu une brouille diplomatique avec la Chine, et depuis, le Dalai Lama n'a plus été reçu en France par des chefs d'État. Donc il y a quand même cette forme de bizarrerie où la plupart des pays occidentaux, des États occidentaux, n'arrivent pas à mettre la Chine devant ses responsabilités depuis des années, n'arrivent pas à lui imposer de rentrer dans les normes, n'arrivent même pas à lui imposer la réciprocité commerciale qui est, je dirais, la base d'un système de libre-échange. Il faut savoir que beaucoup de marchés publics en Chine ne sont pas ouverts aux entreprises occidentales, aux entreprises étrangères. Donc, on n'arrive pas à mettre la Chine dans les normes. Alors, il faut peut-être se poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à imposer à ce pays des règles de base, comme tous les autres pays, je dirais, sont obligés de les suivre. Tout simplement pour deux raisons. Effectivement, plus la Chine monte, plus la Chine prend de la puissance, et plus, évidemment, elle arrive à imposer ses vues, à imposer, je dirais, ses intérêts. Et puis, je crois que derrière tout ça, il y a quand même le jeu des multinationales. Parce qu'il est bien évident que on voit mal les intérêts des États monter en puissance de la Chine. Il faut voir que, par exemple, la France a un déficit commercial de l'ordre de 30 à 35 milliards d'euros avec la Chine. Il ne me semble pas qu'on ait fait tellement, pour le moment, d'actions pour essayer de réduire ce déficit commercial, qui est pourtant extrêmement préjudiciable. Et le seul qui, actuellement, enfin depuis 2 ou 3 ans, essaye de renverser cette balance qui est défavorable pour la France, comme pour beaucoup de pays européens, et pour les États-Unis, puisque le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine est de l'ordre de 500 milliards d'euros, c'est Donald Trump. Donald Trump est fustigé dans tous les médias. Donald Trump, je dirais, est
plus ou moins vu comme un personnage un peu étrange, un peu farfelu, y compris par ses pères chefs d'État. Pourtant, c'est l'un des seuls qui ose s'attaquer à la puissance chinoise, parce que la puissance chinoise, son cœur, c'est les réserves en devises qu'elle tire de ses exportations gigantesques. Donc, nous nous retrouvons avec une Chine qui n'a pratiquement pas d'obstacle, si ce n'est depuis 2 ans la guerre commerciale que lui a menée les États-Unis. Aujourd'hui, toute cette politique-là nous a menés dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il faut bien voir, effectivement, que cette pandémie est directement liée au laxisme que nous avons laissé s'installer au niveau de la Chine sur les conditions de vie, les conditions sanitaires. Mais M. King et M. Arbulot et Mme Cornelou ont parlé des conditions des droits de l'homme en Chine. Tout ça est du domaine du connu. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il va falloir engager, c'est mon point de vue, et je pense qu'il est en train de s'engager, un bras de fer avec ce pays, un véritable bras de fer avec ce pays pour arriver à ce que la Chine accepte de respecter les règles du jeu à l'échelle internationale, ce qu'elle n'a encore jamais fait, malgré, encore une fois, son statut de membre de l'OMC. Aujourd'hui, nous ne sommes absolument plus autonomes en production de masques et autres matériels. Tout vient de Chine et nous avons vu les limites de cet exercice. Puisque aujourd'hui, la Chine, pour des raisons diverses et variées, peut tout à fait limiter ses apports. Ce qui explique certainement que nous avons manqué dans la première phase de cette pandémie cruellement d'équipements de protection individuelle, que ce soit de masques, que ce soit de blouses, de gants ou autres. Donc j'ose espérer que nous allons en tirer des enseignements pour après, pour relocaliser certaines industries en France. Et ça a déjà été le cas, puisque nous sommes un certain nombre à avoir déjà porté des propositions de loi pour faire en sorte que nous permettions à des industries de se réimplanter en France. Et très honnêtement, je pense que tout le monde en est conscient. Si aujourd'hui, toutes ces entreprises sont parties en Chine notamment, c'est essentiellement pour des raisons de coût du travail et également fiscalité des entreprises. Donc, il nous importera demain d'avoir des mesures incitatives pour faciliter le rapatriement de ces entreprises qui sont absolument indispensables. Et comme le disait très bien un interlocuteur avant moi, nous avons l'absolue nécessité d'avoir une indépendance par rapport à tout ce qui est stratégique. Je parle des masques, mais je parle également d'autres secteurs. Est-ce qu'elle interviendra sur la notion éthique? C'est un souhait profond que je formule. Je ne sais pas très honnêtement comment sera perçue cette pandémie et est-ce qu'elle remettra en cause des pratiques. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment que nous nous servions de ce manque de transparence aujourd'hui et de cette volonté de la Chine de dissimuler pour essayer d'appuyer effectivement sur ce qui transparaît, notamment au regard des prélèvements forcés d'organes. Le Parlement européen l'a dénoncé à 2 reprises. Il y a eu une enquête qui a été publiée, qui émanait de scientifiques chinois récente en août 2019, qui témoignait que la majorité des organes provenaient de prélèvements forcés. Donc personne aujourd'hui peut dire que ça n'est pas connu, ça n'est pas su. Et donc effectivement, nous devrons peut-être nous servir de ce qui s'est passé dans le cadre de cette pandémie et de la volonté très nette de dissimulation de la Chine, tant au niveau du début de l'épidémie qu'au niveau du nombre de morts et du premier cas, pour mettre cela en exergue et essayer de porter de façon très véhémente le besoin qui est le nôtre de faire avancer ces problématiques de trafic d'organes. Au moment de la création du laboratoire P4 à Wuhan, il y a une collaboration qui a été faite entre la France et la Chine. Et normalement, cette collaboration était subordonnée
à une supervision, on dira, de la France. Enfin, tout au moins, il devait y avoir un retour très précis des pratiques et tout cela. Et en fait, on s'aperçoit qu'au fil des années, eh bien, toutes les équipes chinoises travaillaient en totale autonomie. Et petit à petit, ce qui devait être un partenariat est devenu exclusivement chinois. Une relation qui n'était plus du tout bilatérale. Et ça pose tout le problème, si vous voulez, aujourd'hui où nous avons évoqué des problèmes peut-être de pratique, tout simplement, dans ce laboratoire Wuhan. Eh bien, aujourd'hui, la France est dans l'incapacité de dire si effectivement les pratiques étaient respectueuses de ce que l'on peut attendre ou pas. Donc, je pense que oui, s'il n'y a pas une certaine forme de contrôle dans le cadre de partenariat, il faudra vraiment réenvisager ce partenariat avec notamment les scientifiques chinois. Nous sommes aujourd'hui, au regard essentiellement des relations économiques qui sont les nôtres, emprisonnés. Et il ne faut pas oublier, je rejoins Monsieur Bulot qui l'a évoqué, nous sommes dans un pays qui a une stratégie très précise et qui est la domination. Et qui n'est pas du tout dans le partage et dans l'échange. Nous l'avons vu avec le laboratoire P4 à Wuhan. Nous l'avons vu dans le cadre de la pandémie avec l'approvisionnement en équipements de protection individuelle. C'est malheureusement un pays qui ne vole au secours des autres que lorsqu'il a un intérêt particulier. Et donc ça fausse quand même complètement les rapports, enfin tout au moins tels que nous les évoquons dans une démocratie. Donc oui, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que nous soyons extrêmement vigilants, parce que cette suprématie qui est en train d'exercer la Chine de façon très biaisée est de nature à compromettre nos libertés. Et il est d'autant plus difficile d'être vigilant que, je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de cette collaboration avec le laboratoire P4 à Wuhan, initialement, les choses étaient très bien posées. Sauf que, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait avec les chirurgiens français qui ont formé les chirurgiens chinois dans le but de réaliser des transplantations de qualité, eh bien, en fait, nous avons eu un détournement de tout cela à des fins qui n'étaient plus du tout les mêmes et à un trafic avec une visée à la base financière. Eh bien là, nous avons exactement la même chose avec Wuhan, avec cette volonté de développer et d'approfondir leur connaissance sur les virus et de garder ces éléments pour eux et de ne pas en faire profiter les autres. Et je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous dire si effectivement cette collaboration n'a pas fonctionné parce que nous avons été nous-mêmes un peu laxistes quant au contrôle que nous aurions dû opérer, ou si c'est quelque chose qui n'a pas pu s'opérer parce que la Chine n'a absolument pas voulu dévoiler des éléments de recherche et des pratiques. Je rejoindrai les propos de Madame la députée, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des leçons tirées en France, je suis désolé de le dire ainsi, mais il faut que ça soit un enjeu électoral. Je pense que la question du Covid-19 doit être au cœur de la prochaine élection présidentielle, au sens où il n'est plus possible, en France, d'avoir la même attitude qu'auparavant. Il n'est plus possible de fermer les yeux, il n'est plus possible d'avoir l'attitude de Madame Buzyn ou d'autres qui lui ont été proches. Il n'est plus possible de, sous prétexte d'obtenir quelques miettes de grands contrats sur lesquels, comme ça a été dit, s'exerce souvent un chantage économique, de se taire sur ce qu'est la Chine et ce qu'elle est en train de devenir pour le monde. Donc là, le président de la République française, Monsieur Macron, qui a émis un certain nombre d'idées, pour l'instant c'est de la communication, il va falloir que les idées deviennent des actes. Et l'électorat français, le peuple français, sera à même à juger dans le cadre de l'élection présidentielle si oui ou non
ce président de la République, son parti politique et les forces qu'il représente ont décidé de traduire les paroles en actes. Si ce n'est pas le cas, ça sera au peuple français de s'exprimer par la voie électorale. J'ose espérer que ce peuple français se regarde bien en face chaque matin dans la glace, pas simplement le soir pour applaudir le personnel hospitalier, à très juste titre, mais parce que chaque électeur français, chaque électrice française aura ce jour-là la responsabilité de l'avenir de la santé publique en France, de l'avenir de la population, et que s'il fuit cette responsabilité, il portera le même niveau de responsabilité, ce peuple français, que les partis politiques qui jusqu'à présent ont fermé les yeux sur ce qu'est la Chine. Il n'est plus possible aujourd'hui, et j'insiste lourdement sur ce point, de continuer à brader l'évidence, c'est-à-dire que la Chine est en train de devenir une puissance, j'insiste, dangereuse pour le monde. Il n'est pas possible que sous prétexte d'espérer vendre une usine de retraitement de déchets nucléaires ou quelques Airbus ou je ne sais quoi, de faire passer par perte et profit la santé d'un peuple et ce qui en découle. Et ce n'est pas seulement un peuple, ce sont des peuples. Donc tout doit se jouer dans l'urne, dans un cadre démocratique, et ce sera aux populations qui ont le droit de vote, contrairement à la Chine, de s'exprimer pour qu'enfin, on change de position.